Chapitre 12. Intelligence collective. Les insectes vivant en société pratiquent la division du travail. Les scientifiques ont forgé depuis longtemps déjà le concept de superorganisme, au sein duquel chaque individu n'est que la partie d'un grand tout. En forêt, les représentantes typiques de ce phénomène sont les fourmis rousses des bois. Elles construisent d'énormes monticules. Le plus gros que j'ai trouvé dans mon district faisait 5 mètres de diamètre. À l'intérieur vivent le plus souvent plusieurs reines, qui pondent et assurent ainsi la pérennité de la colonie. Jusqu'à 1 million d'ouvrières sont aux petits soins pour elles. Les mâles ailés constituent la dernière caste. Ils s'envolent pour s'accoupler avec les reines, puis meurent. L'extraordinaire longévité, pour un insecte, des ouvrières, qui peuvent vivre jusqu'à 6 ans, est toutefois éclipsée par celle des reines, avec leurs 25 ans maximum. Les modestes ouvrières n'en ont pas moins besoin de soleil pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Voilà pourquoi la fourmi rousse se plaît dans les forêts lumineuses de résineux. Si la fourmi rousse des bois s'est répandue au cœur de l'Europe, bien au-delà de son habitat naturel, c'est en raison du développement de la culture des épicéas et des pins. Qu'elle ait été placée sous protection tient moins à sa rareté qu'à sa réputation de policière des bois. Elle est censée, en effet, aider les forestiers à se débarrasser des nuisibles envahissants, tels les scolites ou les chenilles de papillons, rôle qui, en fait, n'intéresse pas le moins du monde l'insecte roux et noir. Il ne se contente pas de ces derniers et mange aussi, évidemment, des espèces protégées très rares. Nos catégories, utiles ou nuisibles, lui sont inconnues. Mais le pouvoir de fascination qu'exerce une société de fourmis ne s'en trouve aucunement diminué. Leurs parents, les abeilles, vivent à peu près de la même façon et sont très bien étudiés. Elles connaissent aussi, dès le berceau, un strict partage des tâches. Prenons le cas de la reine, qui se développe à partir d'une larve normale fécondée. Alors que les autres bébés abeilles sont nourris avec un mélange de nectar et de pollen, la larve de laquelle doit un jour éclore une souveraine reçoit une sécrétion spéciale, la gelée royale, fabriquée dans les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des ouvrières. Tandis que les larves normales mettent 21 jours à devenir des insectes, ce régime express produit en 16 jours une nouvelle reine. Celle-ci ne voyage qu'une fois dans sa vie, lors du vol nuptial, au cours duquel elle s'accouple avec les faux-bourdons, les abeilles mâles. De retour au sein de la colonie, elle pond jusqu'à la fin de sa vie, qui dure 4 à 5 ans, jusqu'à 2000 œufs par jour, sauf durant une courte pause hivernale. Les ouvrières, pour leur part, triment toute leur vie. Les premiers jours suivant l'éclosion, elles prennent soin des larves et 10 jours plus tard, elles s'occupent aussi du stockage et de la transformation du nectar en miel. Ce n'est qu'au bout de 3 petites semaines qu'elles ont le droit de sortir dans les prés et les champs pour vaquer à la récolte pendant 3 nouvelles semaines. Puis, après s'être usées au travail, elles meurent. Seules les abeilles d'hiver, qui attendent le printemps suivant blotties en grappes autour de la reine, vivent un peu plus vieilles. Les faux-bourdons, pour leur part, n'ont d'autre tâche que de féconder la reine, et comme cela n'arrive qu'une fois et à une minorité d'entre eux, ils passent le plus clair de leur temps à glandouiller. Tout est donc bien programmé jusqu'à la moindre séquence. À l'intérieur de la ruche, les abeilles dansent pour se transmettre des informations sur les sources de nectar et leur éloignement. Elles transforment le nectar en miel en y additionnant des sécrétions glandulaires et en faisant sécher le mélange sur leur toute petite langue. Elles exudent aussi de la cire, dont elles ont l'art de faire des rayons. La science reconnaît certes à sa juste valeur ces réalisations, mais comme de si petits cerveaux ne sauraient, semble-t-il, atteindre le top niveau, le tout a été relégué au rang de superorganisme, et les performances cognitives des abeilles qualifiées d'intelligence collective. Dans un organisme de ce type,
Tous les animaux œuvrent ensemble, de façon coordonnée, comme les cellules d'un corps plus grand. Si chaque animal est considéré en soi comme plutôt bête, on estime quand même que la coordination de leurs actions et la capacité à réagir aux stimuli environnementaux relèvent bel et bien de l'intelligence. C'est là une façon de priver l'individu de son individualité. Il est réduit à n'être qu'un rouage dans la machine, une pièce du puzzle. En apiculture, on définissait d'ailleurs jadis la colonie comme un être unique. Notre vision humaine des choses indiffère complètement les petites bêtes ailées, et depuis que j'ai des abeilles, je sais en outre que cette thèse est fausse. Car il s'en passe dans ces petites têtes. L'abeille est parfaitement capable de se souvenir de certaines personnes. Qui l'embête est attaqué, qui la laisse en paix peut se risquer à bien plus près. Le professeur Randolph Menzel de l'Université libre de Berlin a fait bien d'autres découvertes étonnantes. Les jeunes abeilles qui quittent la ruche pour la première fois se servent du soleil comme d'une sorte de boussole. Elles mettent au point, grâce à lui, une carte intérieure des alentours de leur logis qui leur permet de retenir leurs itinéraires de vol. En bref, elles se représentent leur environnement. En matière d'orientation, elles nous ressemblent donc, puisque nous possédons nous aussi ce genre de carte intérieure. Mais ce n'est pas tout. Au moyen d'une danse exécutée à leur retour devant leurs congénères, les ouvrières donnent des indications sur l'abondance, la direction et l'éloignement de la source de nectar. Un champ de colza à la floraison luxuriante, par exemple. Randolph Menzel et ses collaborateurs ont fait l'expérience de supprimer cette source. Les abeilles, qui sont rentrées frustrées, se sont alors procuré les coordonnées de nouveaux champs de fleurs auprès d'autres ouvrières, toujours grâce à leur danse. Aussi, quand les chercheurs supprimèrent aussi cette seconde source d'approvisionnement, la frustration gagna de nouveau les abeilles de retour à la ruche. Les observations de Menzel ne s'arrêtent pas là, tant s'en faut. Certaines abeilles firent une nouvelle tentative au premier endroit, et quand elles s'aperçurent qu'il n'y avait toujours rien, elles filèrent directement vers le second. Comment s'y sont-elles prises? La danse de leurs semblables ne leur avait indiqué que la distance et la direction par rapport à la ruche. Seule explication possible, les petites bêtes ont su utiliser avec pertinence les informations concernant le second endroit pour le trouver à partir du premier. On peut aussi dire qu'elles se sont souvenues, qu'elles ont réfléchi, puis conçu un nouvel itinéraire. L'intelligence collective n'a pu leur être, en l'occurrence, que de bien peu d'utilité. C'est bien de leur petite tête que naissent ces idées, et bien d'autres. Quand elle fait des projets, quand elle réfléchit à des choses qu'elle n'a pas encore vues et perçoit en même temps son corps, l'abeille est consciente d'elle-même. L'abeille sait qui elle est, pour citer Randolph Menzel. Et elle n'a besoin pour cela ni de son essaim, ni de l'intelligence collective.